commencer. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ici pour notre tutoriel. Mon nom est Alain Faber et je suis un enseignant à une école secondaire ou un lycée, qu'on dit en Europe. J'enseigne les sciences et le français, géographie et toutes sortes de choses. Nous faisons un tutoriel aujourd'hui sur les sujets suivants. On va parler de la comète A2021 qu'on appelle Léonard, une petite question de fraction et une question sur les coûts de fonctionnement de bâtiments. Ça, ce sont de mes élèves. Nous allons parler des Géminides, qui est une pluie de comètes qui a lieu. La meilleure soirée, c'est ce soir entre le 11 décembre et 12 décembre 2021 pour cette année. Et on va parler d'exoplanètes. Donc, c'est intéressant. Mes idées cette semaine étaient un peu d'astronomie et lorsque j'ai regardé mes commentaires, et n'oubliez pas, si vous regardez ceci en rediffusion et que vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires parce que je suis ici pour répondre à vos questions. Et puis, c'est ça, dans un des commentaires, Chiffre Alphabet mentionnait qu'elle aimait bien l'astronomie et justement, les sujets se rapportent à plusieurs sujets d'astronomie. Donc, voyons voir ce que nous allons faire et apprendre aujourd'hui. Alors, si nous regardons ici, nous avons notre premier sujet qui est la comète 2021, qu'on appelle Léonard. Donc, je vais voir, j'ai trouvé quelques petites photos de ceci depuis quelques journées. Donc, voyons voir. Donc, je suis allé sur le net, regarder quelques images, voyons voir. Voilà. Donc, si on regarde ici, c'est une comète que l'on peut voir. On peut la voir visiblement dans le ciel depuis le 6 décembre, 6, 7 et 8 décembre. Maintenant, elle se retrouve beaucoup plus près de l'horizon, surtout dans l'ouest canadien ici. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est un petit montage qui montre ici le plan de notre système solaire. Donc, on a cette comète qui arrive et qui n'est pas le long du plan, qui arrive près de la planète Terre. Donc, le plus près sera, si je me rappelle bien, c'est hier ou aujourd'hui, et celle-ci va continuer. Et pourquoi est-ce que cette comète a une courbe comme ceci? C'est que lorsqu'elle se rapproche du Soleil, celle-ci est attirée par la gravité du Soleil. Et c'est comme un effet, voyons voir. Le mot anglais, c'est un effet slingshot. Ça, c'est une excellente question. Donc, voyons voir, un effet lance-pierre. OK, on peut dire ça. C'est une idée intéressante. Donc, l'idée, c'est qu'il se rapproche du Soleil, va accélérer, mais puisqu'elle a une vitesse, elle n'ira pas en collision avec le Soleil, mais elle va accélérer et va continuer plus loin. Si je me rappelle bien, celle-ci est dans le système solaire et possiblement va quitter notre système solaire. Peut-être se retrouver dans le nuage de Oort, beaucoup plus loin que Pluton, ainsi que ces petites planètes naines qui se retrouvent assez éloignées de notre Soleil. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Si on regarde sur le net, il y a quelques photos. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos que j'ai. Il y avait quelques photos qui se rapportaient par des amateurs. Donc, à cause des droits d'auteur, je ne veux pas les montrer. Donc, ceux-ci font partie de ce qu'on appelle des photos. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. Peut-être que vous avez vu cette comète dans le ciel, une des nuits passées. Si oui, fantastique, dites-le moi. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dans les nouvelles courantes ici. Je rappelle qu'une comète est faite de poussière et d'eau et de glace, de poussière et de glace. Et lorsqu'elle s'approche du Soleil, il y a une traînée comme ceci. Et la raison, c'est que cette comète fond à cause de la chaleur du Soleil. Donc, lorsqu'une comète approche le Soleil, sa masse va diminuer à cause justement de cette perte de glace qui deviendra de l'eau et des vapeurs d'eau qui resteront dans le ciel. Donc, on se demande comment est-ce que dans l'espace où il y a le vide et qu'il n'y a aucune matière, comment se fait-il qu'on a des particules d'eau quelquefois, des poussières, des petits morceaux de roche? C'est un exemple ici, une comète qui passe et laisse une traînée de matière derrière elle.
Donc ça, c'est intéressant comme effet astronomique. Et c'est une des raisons, par exemple, pourquoi que lorsqu'on a notre Terre qui est à son orbite, lorsque l'orbite entre dans cette traînée de poussière, de roches ou autres, on peut se retrouver avec des étoiles filantes ou une pluie de météores spécifiques cette année-là. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant et ça, c'est le premier sujet qu'on aborde aujourd'hui. Excellent. Alors, voyons voir. S'il y a des questions, bien sûr, durant ce stream, n'hésitez pas à les mettre dans la section chat. S'il y a des commentaires, des choses que vous voulez ajouter, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous inclure dans ces streams. Alors, la deuxième question est une question d'une personne qui est plus jeune et elle m'a demandé comment est-ce qu'on fait l'addition et la soustraction de fractions. Donc, j'ai dit, tiens, je vais le mettre dans stream et comme ça, tu vas savoir la réponse. Donc, lorsqu'on parle de fractions, on a toujours des numérateurs et des dénominateurs. Et bien sûr, c'est toujours intéressant. Et j'ai ici le petit problème qu'elle avait. Donc, elle avait 1/3 plus 6 plus... Non. C'est moins 1 et 1/2. Donc, ça, c'était la question de cette personne. Donc, voyons voir si on peut répondre à celle-ci. Donc, ici, lorsqu'on a des fractions, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des numérateurs, on a des dénominateurs, mais ici, c'est une portion d'un entier. Donc, si on prend un entier comme un cercle comme ceci, ça, c'est 1/3. Donc, si on ajoute 6, ça devient 6 et 1/3. Maintenant, lorsqu'on veut enlever d'autres fractions, ça devient un peu plus difficile. Donc, ça ici, c'est une fraction. Ici, un entier. Et celui-ci, si je me rappelle bien, c'est une fraction impropre que l'on appelle. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est que premièrement, il faut avoir des fractions en entier. Comme ça, c'est plus facile à calculer. Donc, voyons voir. Ici, nous avons une fraction qui est 1/3. Comment est-ce que l'on peut prendre un entier et le mettre en fraction? Il s'agit de le diviser par 1 comme cela. Parce que 6 entiers, c'est la même chose que 6 divisé par 1 comme cela. N'oubliez pas qu'une fraction, si on prend une fraction comme ceci, une fraction est une division. Donc, alors, si on a le signe de division comme ceci, vous le connaissez. Donc, une fraction, c'est un peu la même chose. On a une entité ici, numérateur, on a une ligne et on a une entité en bas. Donc, la division est un peu un exemple de ce que la fraction a l'air. Maintenant, chose intéressante ici, nous avons 1 et 1/2. Comment est-ce qu'on peut prendre cet entier et la fraction et la mettre dans une fraction? Alors ici, la façon la plus facile, c'est que on a ici un entier qui est 2/2, parce qu'ici, on parle de demi. Donc, lorsqu'on a 2/2 plus 1/2, ça nous donne ici 3/2. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon pourrait être, on prend l'entier qui est ici, multiplié par le dénominateur. Donc, 1 fois 2, ça fait 2, plus 1 nous donne 3/2. Donc, je vais donner un exemple. Si nous avons 5 et 3/4, combien de quarts est-ce que nous avons? Nous avons 5 fois 4 plus 3 quarts. Donc, ça fait 23 quarts comme cela. On prend l'entier, on le multiplie par le dénominateur, on ajoute le numérateur, et ça devient notre nouveau numérateur. 23 quarts, c'est la même chose que 5 et 3 quarts. Voilà. Alors ça, c'est bien parce que maintenant, on se retrouve avec des fractions. On a seulement des fractions ici. Alors la prochaine chose qu'il faut faire, il faut avoir ce qu'on appelle un dénominateur commun.
Ça veut dire qu'ici, on veut additionner des tiers et des entiers et on veut enlever ou soustraire une fraction avec un dénominateur 2. Donc, on va regarder, y a-t-il un dénominateur qui est commun? Donc, on cherche quel est un nombre dont les facteurs sont 1, 2 et 3. Une autre façon de le dire, est-ce qu'il y a un nombre que vous connaissez qu'on peut diviser par 3, qu'on peut diviser par 1 et qu'on peut diviser par 2? Et on essaie d'utiliser le plus petit possible, c'est plus facile. Donc, ici, on a des sixièmes. Pourquoi est-ce qu'on a des sixièmes? C'est que 6 divisé par 3 égale 2, 6 divisé par 1, ça fonctionne, et 6 divisé par 2, ça fonctionne. Donc, c'est excellent. Alors maintenant, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on obtient une fraction avec un dénominateur de 6 alors qu'on a des tiers ici. Alors ici, on fait une petite multiplication. Si je multiplie par 2 le dénominateur, 2 fois 3 égale 6. Par contre, si nous avons une multiplication du dénominateur, on doit faire aussi la multiplication du numérateur, parce que 2 sur 2 égale 1, donc on ne change pas vraiment la nature de cette fraction. Donc, on obtient ici 1 fois 2, 2 sixièmes. 2 sixièmes et 1 tiers, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Alors, on fait la même chose ici. Alors, on multiplie par 6 ici. On doit ici multiplier par 6 le numérateur, donc 36 sur 6 égale. C'est la même chose que 6 sur 1. Et la façon que moi j'utilise lorsqu'on se pratique beaucoup plus, on fait ici 6 divisé par 2, 3. 3 fois 3, 9. Et ça, c'est une façon rapide de pouvoir le faire. Donc, 6 divisé par 2, 3. 3 fois 3, 9. 6 divisé par 3, 2. 2 fois 1, 2. 6 divisé par 1, 6. 6 fois 6, 36. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir le faire. Maintenant, nous devons mettre nos opérations. Et maintenant, il reste seulement qu'à trouver la réponse. Donc ici, puisqu'on a tous des sixièmes, la réponse sera aussi des sixièmes. Donc, nous avons 2 plus 36, ça fait 38. 38 moins 9 fait 29 comme cela. Oh, je pense que tantôt, j'ai fait une erreur. Ça, c'est une fraction impropre. Voilà. C'est important d'avoir les bons mots. Ici, est-ce qu'on peut prendre cette fraction et avoir un mélange d'entiers et de fractions? Bien sûr. Donc, 29 divisé par 6, ça nous donne 4 entiers et il va nous rester 5. Donc, 29 sur 6, c'est la même chose que 4 et 5 sixièmes, parce que 4 fois 6 fait 24. 24 plus 5 fait 29. Donc, ça fonctionne. Et ça, ici, on appelle ça des fractions mixtes. Voilà. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces mots et c'est fantastique. Donc, nous avons pris le temps de regarder des fractions. Nous avons transformé ces fractions avec des dénominateurs communs et nous avons fait les opérations. Ça, c'est pour l'addition et la soustraction de fractions. C'est bien, c'est bien. Donc, merci pour la question. Je ne donnerai pas le nom de la personne. Je vais dire son premier nom. Son premier nom commence avec la lettre L. Donc, c'était M. L qui a proposé ceci. Voilà, voilà. OK. Donc, voyons voir quelle est notre prochaine question. En passant, si vous regardez cette émission en rediffusion, n'oubliez pas que si vous avez des questions, que ce soit sciences ou maths ou autre, mettez vos questions dans la section commentaires. Comme ça, je suis ici pour vous aider et j'utilise vos questions pour l'émission suivante. Pour ceux qui sont ici, bien sûr, si vous avez une question, un commentaire, vous n'êtes pas sûr, vous voulez des clarifications, je suis ici
pour vous. Très bien. Donc, oh, j'ai mélangé deux sujets tout à l'heure. Intéressant. Donc, nous avons regardé la comète 2021. Nous allons parler d'un autre aspect qui est qui se rapporte à l'astronomie. Donc, cette comète ici était du 6 au 11 décembre. Ça, c'est le temps que nous pouvions voir cette comète. Et chose intéressante, de la nuit du 11 au 12 décembre, on a ce qu'on appelle les Géminides. Les Géminides. Les Géminides, qu'est-ce que c'est? C'est que, on a mentionné ceci durant, c'est peut-être, j'ai fait une vidéo de ça il y a très longtemps. L'idée, c'est que nous sommes notre petite planète Terre et on peut penser que notre planète est un vaisseau spatial. Voyons voir. Donc, on parle de Géminides ici. Nous avons notre Soleil, comme ceci. Nous avons notre petite planète Terre, comme cela. Et ici, donc, ce que nous allons parler maintenant, nous sommes sur notre petite planète Terre et pensons à celle-ci comme un vaisseau spatial. Qu'est-ce que c'est un vaisseau spatial? C'est un appareil où il y a des humains et les humains les utilisent pour aller sur une autre planète ou sur la Lune, par exemple. Maintenant, notre Terre, qu'est-ce que c'est? C'est une roche sur laquelle il y a des humains et on se promène dans l'espace. Donc, un vaisseau spatial, c'est fantastique. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre petite planète, notre petite planète est en orbite autour du Soleil. Et bien sûr, notre système solaire, c'est un regroupement de planètes, une étoile, des objets célestes, des astéroïdes, il y a plein de choses. Et tous ceux-ci sont attirés ici par la gravité du Soleil. Donc, nous avons notre planète Terre qui se promène. Et chose intéressante, c'est que le long de l'orbite ici de notre Terre, il y a des endroits où il y a une augmentation du nombre d'objets célestes qu'il y a, des poussières, des petits cailloux, des fragments d'astéroïdes, que ce soit rocheux ou métalliques. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quelquefois, il peut y avoir, par exemple, quelques morceaux qui sont au hasard comme cela, et quelquefois, on peut voir on appelle ça une étoile filante. C'est un météore qui arrive dans l'atmosphère, on en voit seulement un. Mais il arrive des moments durant l'année, donc ici, on arrive dans les Géminides, où à chaque année, la planète Terre passe dans ce nuage ici. C'est un peu lorsque on est dans la forêt et il y a comme un essaim de petites mouches et on prend une marche et on se retrouve dans cet essaim. Excusez. Et cet essaim ne bouge pas très, très rapidement et nous bougeons rapidement. Donc, on arrive dans ces petits essaims de mouches et on continue. Les mouches sont parties, mais si on regarde derrière, les mouches sont toujours là. Même chose ici. Donc, du 11 au 12 décembre, donc c'est ce soir, du 11 au 12 décembre 2021, nous passons dans ce nuage de fragments. On devra donc pouvoir voir des météores. Donc, je regardais un petit peu, ceux-ci bougent un petit peu. Il semble que ceux-ci vont être assez lentes. Donc, la façon que je disais, alors 100 km/h, c'est à peu près 27 mètres par seconde. On dit que c'est entre 35 et 40 ou plus mètres par seconde. Donc, c'est assez lent
lorsqu'on parle d'astronomie. Donc, c'est intéressant. Vous devriez pouvoir ceci, bien sûr, si vous avez des bonnes conditions, qu'il n'y a pas de nuages et que votre ciel de nuit est clair. Maintenant, est-ce que ceci arrive à chaque année? Bien sûr, dans le mois de décembre, il y a toujours ces Géminides qui sont ici. Dans le mois d'août, à tous les étés, il y a ce qu'on appelle les Pléiades. Pourquoi est-ce qu'il y a les Pléiades dans le mois d'août? C'est que notre petite planète Terre est ici et entre dans ce nuage. Et pendant quelques jours, nous avons une augmentation de météores. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces augmentations de temps en temps? C'est que justement, notre petite planète va et circule dans un espace vide, mais ce n'est pas totalement vide. Il y a des fragments, il y a toutes sortes de choses qui arrivent ici et là. Donc, c'est intéressant et c'est quelque chose à considérer. Voilà. Chose intéressante pour ceux qui aiment l'astronomie, on a eu des grosses pluies à l'automne et je n'ai pas eu le temps de regarder, mais qu'est-ce que j'ai fait après la grande pluie? Alors, n'oubliez pas que lorsqu'il y a des petits météores qui entrent dans l'atmosphère, nous pouvons voir le météore. Et on se dit, lorsqu'on regarde des météorites, qu'on a de gros morceaux de roche qui est tombé sur le sol. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des micrométéorites. Et les micrométéorites, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque cet objet céleste entre dans l'atmosphère, se désintègre, quelquefois il peut y rester des petits fragments ou des petites poussières qui finissent par tomber et ceux-ci vont sur les toits des maisons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai besoin d'un microscope pour vérifier. Lorsque vous avez une grande pluie que vous n'avez pas eue depuis longtemps, ce que vous faites, c'est que la pluie va sur les toits et les toits peuvent avoir reçu quelques micro-météorites. Et ceux-ci, avec la pluie, vont tomber dans les gouttières, vont tomber sur le sol. Donc, près de ma maison, j'ai cette gouttière, c'est comme un petit tube qui va et l'eau va tomber vers le sol. Et il y avait beaucoup de feuilles et de poussière organique qui venaient des arbres, pollen et autres. Donc, j'ai pris un aimant et je suis allé jouer dans cette poussière et je me suis retrouvé avec des petits morceaux métalliques. Et je dis, OK, alors, il me reste à le regarder sur le microscope et lorsque je le fais, je vais prendre des photos et voir si on peut trouver une micrométéorite. Comment est-ce que je vais savoir que c'est une micrométéorite? Alors, si nous avons des manufactures et qu'il y a des poussières dans l'air, ceux-ci ont tendance à être très anguleux. Donc, si nous avons des poussières qui viennent d'une industrie, ceux-ci seront des poussières comme ceci. Il peut y avoir des petits éclats. Il y a le vent qui soulève ceux-ci. Ils ont tendance à être anguleux. Par contre, si on a des micrométéorites et que ceux-ci sont métalliques, bon, c'est pour ça que l'aimant va les attirer, ceux-ci vont avoir tendance à être arrondis comme ceci. Alors, la question c'est, OK, les chances sont que si on se retrouve avec un petit morceau arrondi, métallique, ici, c'est possible, probable que ce soit micrométéorite. Et bien sûr, s'il y a des personnes intéressées, je sais que il y a quelques universités qui acceptent quelquefois. Vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous n'êtes pas sûr, vous l'envoyez. Oh, je vais essayer de voir si je peux trouver l'adresse. Je sais qu'ils le font aux États-Unis. Micrométéorite. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, ce sont des personnes spécialisées en matériel qui vient de l'espace, et ils vous disent, oui, nous pensons que c'est une micrométéorite, et ils vont même essayer de l'identifier, le genre de météorite. Sinon, ils vont vous dire, non, c'est seulement de la poussière ou c'est quelques petits fragments qui ne font pas partie de cette série de micrométéorites. Donc, c'est quelque chose, un sujet qui est intéressant, surtout pour ceux qui aiment l'astronomie. Donc ça, c'est un de mes projets. Je suis à l'école virtuelle et je n'ai pas de microscope à la maison. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu la chance de regarder. C'est intéressant d'avoir des projets et on va toujours voir ce qu'on va découvrir dans le futur. Et donc ça, c'est mon sujet sur les Géminides aujourd'hui. Donc, j'espère, si possible, que vous pourrez voir quelques météores
ce soir. Moi, je vais voir, il n'y a pas de soleil maintenant, donc il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de nuages maintenant, donc j'espère pouvoir peut-être avoir la chance d'en voir une, on ne sait jamais. Alors, pourquoi la lumière est visible en plein jour? Oh, chiffre alphabet, ça c'est une excellente question. Alors, voyons voir si on peut répondre à celle-ci. Alors, chiffre alphabet a toujours une question à chaque semaine et j'apprécie énormément. Donc, voyons voir. Pourquoi la Lune est visible en plein jour? C'est bien. Alors, voyons voir. Première chose importante à savoir, c'est d'où vient la lumière qui vient sur notre planète. Donc, nous avons notre petit soleil qui est ici. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons notre Terre qui est ici. Et en passant, ce n'est pas un dessin à l'échelle. Et nous allons mettre une Lune qui est là. Très bien. Alors, lorsque nous sommes ici sur notre planète et que nous avons les rayons ici du Soleil, nous savons ici le jour, comme cela. Voilà. C'est bon, c'est bon. Très bien. Et il y a bien sûr de la lumière qui va sur la Lune. Ça veut dire qu'on a un côté de la Lune qui est éclairé. Et donc, ici, on a le jour. Ça, ici, c'est la nuit. Comme cela. Et nous avons la Lune qui est apparente comme cela. Maintenant, chose intéressante, juste pour ajouter à ta question, s'il arrive que la Lune est complètement ici et qu'il n'y a pas de rayon de soleil qui vient le voir, c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Donc, c'est une lune où il n'y a aucune lumière qui est réfléchie. Et si tu es chanceux et chanceuse et que tu regardes, il est possible quelquefois de voir un cercle de la lune qui est comme sur un fond noir de l'espace, c'est comme un gris foncé. Donc, on peut voir la nouvelle lune la nuit. Alors, la question maintenant, c'est la suivante. Qu'arrive-t-il si nous avons la Lune qui est comme cela? Disons que nous avons la Lune qui est ici. Nous avons les rayons du Soleil qui arrivent ici. C'est intéressant. Voyons voir si on peut tourner ça un petit peu comme ça. Voilà. Nous avons de la lumière qui va éclairer ce côté-ci de la Lune. Et nous avons un ciel qui est bleu. Donc, les rayons du soleil qui ont tendance à être blancs vont arriver dans l'atmosphère. Il y a des rayons qui sont absorbés. Et les longueurs d'onde qui restent plus visibles lorsqu'ils sont directement vers nous, ces rayons nous donnent cette lumière bleue. Et c'est pour ça que le ciel est bleu durant la journée. Mais chose intéressante, nous avons ici la lumière du soleil, mais lorsqu'on est sur le soleil ici et qu'il y a un rayon qui est réfléchi, on a une réflexion de la lumière qui est sur le soleil ici, et donc nous avons la lumière qui arrive du soleil, qui nous donne notre ciel bleu, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un deuxième rayon qui arrive et celle-ci a un autre angle. Donc, on a une source de lumière qui nous arrive de deux directions différentes. Un va nous donner le ciel bleu, et lorsque l'angle est différent, et c'est assez différent pour qu'on puisse remarquer une différence de couleur. Et c'est pour ça qu'habituellement, la Lune, on la voit, ou lorsqu'on la voit le jour, elle a tendance à être bleutée,
c'est que même s'il y a de la lumière qui arrive ici, qui est réfléchie, elle entre dans l'atmosphère et nous donne ce teint bleuté. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une réflexion. Donc ça, c'est intéressant. Et donc la question, c'est, est-ce possible d'avoir, voyons voir, est-ce possible de voir une pleine lune durant la journée? C'est plus difficile à cause des angles du soleil ici. Il peut y arriver que si, voyons voir, que si nous avons notre lune, voyons voir, si nous avons notre lune qui est... Mes échelles ne fonctionnent pas très bien. N'oubliez pas que si nous avons des astres qui sont beaucoup plus petits que ceux-ci, notre réflexion fait que lorsque la lune est ici, c'est possible d'avoir une plus grande quantité de lumière qui vient, surtout à la fin de la journée. Mais n'oubliez pas que ceci est un modèle à 3 dimensions, donc vous pouvez même tester cela durant la journée. Voyons voir qu'est-ce que je pourrais utiliser comme exemple. Donc, vous pouvez utiliser un objet comme ceci. Donc ici, c'est plus éclairé. De l'autre côté, c'est plus foncé. Et vous mettez un deuxième, voyons voir. On peut même prendre un miroir. On prend un miroir et on a notre lumière qui arrive à le miroir et on peut le diriger vers un objet qui est notre planète. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire parce que, vous savez, lorsqu'on est à l'école et on dit « Ah, il faut faire une expérience et on veut découvrir quelque chose », on peut utiliser des modèles pour pouvoir le faire. Donc, j'espère que ceci répond à ta question, chiffre alphabet. C'est le fait qu'il y a 2 fois plus de lumière qui arrive à un point spécifique où toi tu es. Donc, toi ici, tu peux voir la lumière qui vient du soleil et une autre quantité de lumière qui arrive de la lune. Comment est-ce qu'on sait? Pensez la nuit lorsqu'on voit la pleine lune. C'est la nuit, on a les rayons, on n'a pas de rayons du soleil, sauf que le soleil qui va sur la lune, il y a une réflexion qui vient vers nous. Donc, la lumière qui est réfléchie de la lune est réelle. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, merci. J'apprécie ta question ici. Et c'est intéressant parce que ça va se rapporter un peu à cette idée d'exoplanète qu'on va discuter tout à l'heure. Oh, c'est intéressant, il y a des liens intéressants à faire. Voyons. Voyons. Alors, continuons de parler d'astronomie. C'est intéressant. Donc ici, on a un mot qui est exoplanète. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est une exoplanète? C'est une bonne question. Donc nous sommes ici dans notre système solaire. On a notre Soleil comme ceci. Et nous avons notre planète Terre qui est ici. Donc, notre planète Terre est une planète qui orbite autour du Soleil. Maintenant, si nous allons ici à des années-lumière, on peut se retrouver avec, en français, une étoile comme ceci. Et que cette étoile, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir une exoplanète. Donc, qu'est-ce que c'est une exoplanète? C'est une planète qui orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Notre système solaire, on a des planètes. Ici, on a exo. Voilà, pensez à, je vais faire une analogie. On a par exemple, notre corps, nous avons un squelette. Par contre, il y a certains organismes vivants comme les crustacés, voyons voir comme les homards, qui ont ce qu'on appelle un exosquelette. Un exosquelette, c'est un squelette qui est à l'extérieur. Donc, exoplanète, planète à l'extérieur de notre système solaire.
Et la question, c'est, de temps en temps, lorsque vous regardez la littérature et les nouvelles astronomiques, ou sur l'astronomie, voyons voir, c'est intéressant, vous allez remarquer qu'on dit, ah, on a trouvé une exoplanète où il semble qu'il y ait une exoplanète autour d'une étoile spécifique. Et la question, c'est comment est-ce qu'on sait, à des années-lumière, s'il y a des exoplanètes? Parce que bien sûr, la grande question que les humains ont sont, allez, ma grand-mère aujourd'hui, une des grandes questions que les humains ont, c'est est-ce que nous sommes les seuls dans l'univers? Est-ce que nous sommes les seuls organismes vivants? Est-ce qu'on est les seuls humanoïdes? C'est une excellente question. Donc, on cherche. Y a-t-il des exoplanètes? Maintenant, on ne peut pas les voir parce que c'est impossible pour nous, en vivant moins de 100 ans, d'aller faire un tour. Donc, on essaie de voir, est-il possible de découvrir s'il y a des exoplanètes sans aller vers une autre planète, vers une autre étoile? OK. Maintenant, les personnes vont toujours dire, nous avons trouvé une exoplanète, est-ce que celle-ci peut supporter la vie? Et la seule façon de savoir cela, c'est qu'on peut utiliser notre système solaire en disant, nous avons ici un système solaire, nous avons une planète qui est à une certaine distance, nous avons de l'eau qui est gaz liquide et solide, nous avons une orbite qui est comme ceci, une orbite comme ceci. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il arrive? C'est qu'on se dit, OK, nous connaissons des choses de notre système solaire, voyons voir si on peut découvrir la même chose dans un autre système solaire. Alors, voici ce que nous faisons. Nous avons des télescopes qui vont regarder spécifiquement les étoiles. Donc, il y a par exemple le télescope Hubble depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, qui prend des photos. Il y a aussi un petit satellite qui s'appelle MOST. C'est un satellite canadien. Il a à peu près la grosseur d'une petite valise. Et ceci fonctionne très bien. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on regarde une étoile. Alors, pensons, si nous avons une exoplanète qui tourne autour de l'étoile, il y a certaines choses à considérer. Premièrement, cette étoile envoie de la lumière. Donc, ça, c'est la première chose. Chose intéressante, c'est que nous pouvons assumer que s'il y a une exoplanète, celle-ci va aller en orbite autour de cette étoile. OK. Ça veut dire que si on a une planète qui arrive ici, qui avance et qui va là, et qui avance, qui va ici, chose qui est intéressante, c'est qu'une fois que la planète est ici entre l'étoile et notre petite Terre, il n'y aura pas de lumière qui va arriver vers nous. Maintenant, il faut penser que la quantité de lumière, elle est très, très petite parce qu'on voit des petits points dans le ciel. Par contre, si on regarde l'intensité d'une étoile, donc l'intensité lumineuse, nous avons le temps, nous avons ici la luminosité. Une étoile a tendance à avoir une luminosité qui est constante. Par contre, si on regarde une étoile et qu'on remarque que la luminosité descend comme ceci, on se dit, oh, nous avons une étoile et il y a eu une perte de luminosité. Alors ici, les scientifiques peuvent devenir excités, mais ça ne veut pas dire qu'on a une exoplanète encore. Lorsqu'on a une diminution ici, donc on peut voir que la planète commence à arriver, on commence à diminuer. La planète qui traverse ici le champ lumineux de l'étoile, c'est assez constant et oh, la luminosité revient. Donc ça, c'est une information. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est si nous attendons, est-ce que nous pouvons voir avec le temps que il y a une répétition qui est
qui revient de façon régulière. Si on peut remarquer quelque chose comme ceci, là, on a une deuxième preuve. On a ici quelque chose d'intéressant. On dit, OK, on a une étoile qui a une certaine luminosité, mais avec nos appareils de détection, on vient de remarquer qu'il y a périodiquement une baisse de luminosité. Alors ça ici, les scientifiques vont dire, OK, ça veut dire qu'il y a un objet qui périodiquement arrive entre l'étoile et nous qui regardons cette étoile. Fantastique. Alors ici, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder, OK, quel est le temps nécessaire? Ils vont aussi regarder s'ils peuvent calculer le diamètre de cette étoile, parce que n'oubliez pas que si nous avons une étoile qui est comme ceci, voyons voir, si on a une étoile ici et que nous avons une petite planète qui passe devant, nous avons ici un cercle, nous avons un autre cercle et une planète, on peut, avec les rapports, avoir une idée sur les dimensions de celle-ci. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on veut savoir les dimensions. Parce que si c'est trop petit, ça peut être une planète naine, trop petite pour peut-être supporter la vie comme nous le comprenons. Maintenant, l'autre chose, c'est que puisqu'il y a une orbite, on regarde le temps que cela prend pour faire l'orbite. Et donc, avec toute cette information, ils vont dire, OK, nous avons une étoile et d'après nos observations, il semble y avoir une exoplanète et cette exoplanète aurait une dimension similaire à notre planète Terre. Avec les calculs, comme ceci, avec les périodes, on pense que cette planète est à peu près à la même distance du Soleil. Donc, nous avons une hypothèse, c'est que nous avons une exoplanète qui peut supporter possiblement la vie. Est-ce qu'on le sait à 100%? Non, parce qu'on ne pourra jamais aller à l'étoile pour aller vérifier. Mais on peut mesurer indirectement la luminosité de ces étoiles pour voir, OK, est-ce qu'on peut, ce qu'on appelle, extrapoler? Peut-on utiliser les données disponibles pour répondre à une question? À savoir, est-ce qu'il y a une exoplanète? Et bien sûr, avec les technologies, plus on regarde les étoiles, plus on porte attention, plus on remarque qu'il y a beaucoup d'exoplanètes. Et avec le temps, on va sûrement trouver d'autres moyens de décider, OK, voici ce que nous pensons qui arrive ici. Maintenant, n'oubliez pas, si nous avons un soleil, alors c'est une petite ampoule ici, si on a notre soleil et qu'on a une exoplanète qui tourne autour, nous pouvons voir la baisse d'énergie. Mais n'oubliez pas que si nous avons une orbite qui n'est pas sur le plan de vision de notre planète, comme ceci, ou directement verticale, nous ne saurons jamais s'il y a des exoplanètes. Donc, il y a certaines limites à cette façon, mais c'est une façon qui est très plausible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on parle d'exoplanètes. Et ça, c'est l'autre sujet que je voulais mentionner pour vous aujourd'hui. Alors, voyons ça, voyons ça. C'est bien. Alors, il me reste un petit sujet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas. Je reviens ici à tous les samedis matins pour des sessions de tutorat sur les sciences, astronomie, chimie, physique ou autre pour le secondaire. Si je sais la réponse, je donne la réponse. Si je ne sais pas, j'étudie et je vous parle de cette information la semaine suivante. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Moi, je vais regarder le dernier sujet d'aujourd'hui qui est, lorsqu'on a un bâtiment, est-ce qu'on peut penser au coût qui se rapporte à celui-ci? Donc ça, c'est une question qui se rapporte à l'énergie, l'électricité et bien sûr la conservation d'énergie.
Voilà. Donc, ce sujet vient d'un exemple que j'ai fait en classe parce qu'on parle d'électricité dans ma classe jusqu'à maintenant et on parle beaucoup d'utilisation d'électricité dans notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que je donnais un exemple sur un bâtiment. Donc, il y a quelques années, je restais à Sudbury. Et donc, je vais changer un peu les nombres, mais ça va vous donner une idée de ce qui se passait. Nous avons une compagnie qui avait décidé de se faire un nouveau bâtiment, un nouveau siège social pour les bureaux. Et ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à un architecte de créer le bâtiment et le bâtiment était fantastique. Et ils ont réussi à faire le bâtiment pour 2 millions de dollars. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé, ça, c'est le projet que nous allons utiliser. Maintenant, il y avait un autre projet qui était possible pour 3,5 millions de dollars. Et celui-ci était ce qu'on appelle éco-énergétique. Alors, c'était un autre bâtiment, une autre compagnie d'architectes qui a dit, nous avons un bâtiment à proposer et il est éco-énergétique. Ceci permet de pouvoir sauver de l'énergie et nous permettra de pouvoir être meilleur pour l'environnement et bien sûr baisser les coûts. Donc, la compagnie a décidé d'aller pour le 2 millions de dollars parce que ceci était moins cher pour faire le bureau. Mais lorsque le bureau a été fait, ils ont remarqué qu'il y avait à peu près 10% du coût pour le chauffage pour cela. Donc, c'était 10% de la valeur du bâtiment pour le faire fonctionner à chaque année. Ça veut dire qu'il y avait je devrais utiliser une autre couleur. Comme ceci. Donc, les coûts étaient égaux à quoi? Ils étaient égaux à 2 millions de dollars plus 200 000 dollars par an. Donc, ils se sont dit, ça va, parce qu'on ne paie pas trop cher pour commencer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le bureau d'architecte qui avait le 3,5 millions ici avait un bâtiment éco-énergétique qui avait des panneaux solaires sur le toit, qui avait des fenêtres spéciales qui permettaient à la lumière et la chaleur d'entrer et de rester inclus dans le bâtiment. Un peu comme un effet de serre dans celle-ci. Vous allez dire, oui, mais l'été, c'est pas très, très pratique. Ça, c'est vrai. Sauf qu'on est ici, on parle d'un projet qui était au nord de l'Ontario, où il fait peut-être au-dessus de 10 degrés Celsius, peut-être 4 mois par année, et le reste du temps, c'est l'automne, le printemps, où la température moyenne est peut-être 5-6 degrés, et l'hiver, on a une température qui est peut-être moins 10, moins 12 degrés. Donc, l'idée ici, c'était que durant l'année, il fait froid, et donc, si on a un moyen d'être éco-énergétique, cela peut aider. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le coût pour celui-ci, le coût était 3,5 millions de dollars, plus c'était 50 000 dollars par an comme cela. Les coûts, alors ce n'est pas des coûts exacts parce que je veux garder quand même l'anonymité de cette compagnie. Mais l'idée, c'est que la compagnie avait décidé de prendre un projet qui coûtait moins cher, mais que le coût de fonctionnement pour le chauffage et tout faisait que rapidement, après une dizaine d'années, on avait presque doublé le coût pour cela. Donc ici, après 10 ans ici, on se retrouve avec un coût de 4 millions de dollars parce qu'on a ici 2 millions initialement, 10 ans fois 200 000 dollars nous donne un autre 2 millions de dollars. Ici, à 3,5 et à une augmentation de 50 000 dollars pour le chauffage par année. Et c'était un bâtiment qui était fantastique selon les architectes et j'avais vu des plans, c'était fantastique aussi.
On se remarque qu'après 10 ans, 50 000 $, ça fait 500 000 $. Donc, après 10 ans, on avait encore cette idée que le coût est de 4 millions de dollars. Maintenant, ça soulève un point intéressant parce que après 10 ans, le bâtiment qui était plus cher au début finissait par coûter beaucoup moins cher qu'un bâtiment qui, après 10 ans, va continuer à avoir un coût de fonctionnement qui est très, très grand. Donc, la question, c'est, OK, lorsqu'on fait un choix pour acheter soit alors créer un bâtiment pour une compagnie, la même chose que d'utiliser un appareil électroménager. Disons, vous avez peut-être une laveuse à linge ou une sécheuse à linge, une cuisinière. Quelquefois, il y a différents prix des prix initiaux pour acheter cet appareil, mais peut-être que si on ne paie pas très cher, les coûts d'utilisation sont très grands, tandis que si on paie un petit peu plus cher, les coûts de fonctionnement sont moins élevés. Et un autre exemple de cela, c'est les aires climatisées. Donc, lorsqu'on parle du climatiseur dans une maison, c'est un appareil qui utilise beaucoup d'énergie. Ça veut dire que quelquefois, on doit regarder, lorsqu'on achète des appareils électroménagers, c'est important de regarder est-ce que ceux-ci, sont éco-énergétiques. Et en faisant cela, on peut faire quelques calculs assez rapides pour voir, OK, j'achète un appareil électroménager, je pense le garder pendant 10 ou 15 ans. Alors, est-ce que ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher, mais en fin de compte, payer moins pour le coût d'utilisation? Et bien sûr, lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle qu'on veut minimiser l'utilisation d'énergie, quelquefois, c'est une bonne chose à réfléchir. On paie un petit peu plus au début, peut-être une meilleure qualité, mais en bout de ligne, c'est beaucoup mieux pour nous, pour notre portefeuille, notre budget, ainsi que les générations futures. Et ça, c'est en gros le dernier point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et en passant, ceci avait fait les nouvelles dans la ville parce qu'au début, on avait dit que c'était la meilleure chose possible. Mais je suis resté à Sudbury pendant un certain temps et on a fini par dire que cette idée fantastique avait été peut-être un flop. Donc, c'est intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez encore des questions et ou que vous regardez en rediffusion, mettez ceux-ci dans la section commentaires. Comme ça, je vais pouvoir les voir et les utiliser pour une émission future. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous. Chiffre Alphabet, merci pour ta question hebdomadaire. Ça m'a fait plaisir de répondre à celle-ci. Alors sur ce, je vais mettre un lien, soit ici, là ou de l'autre côté, pour une autre vidéo que vous pouvez voir sur un sujet de notre chaîne. Sur ce, passez une superbe journée et on se voit sur le prochain vidéo. Un des deux côtés. Alors,